amène à aborder une définition, c'est la définition du polar. Est-ce que vous connaissez la définition du polar? Bon, moi je ne l'ai pas inventée, j'ai pris celle de Jean-Patrick Manchette, que vous devez connaître, qui est le père du néo-polar. C'est un Marseillais qui a émigré en région parisienne et qui a vraiment lancé ce qu'on appelle le néo-polar à la fin des années 60. Et Manchette disait: le roman policier voit le mal dans l'homme, le polar voit le mal dans la société. C'est-à-dire qu'un roman policier, c'est une histoire de gendarmes et de voleurs, c'est ce qu'on appelle roman énigme. Vous lisez un roman policier, à la fin de votre bouquin, vous savez qui a tué, pourquoi, comment. Le polar, par contre, il y a aussi l'intrigue. Donc, à la fin du bouquin, vous savez qui a tué, pourquoi et comment. Mais en plus, l'auteur a dû vous apporter d'autres informations. Alors, ces informations, c'est soit des informations, on parle de société, hein, quand j'écris Putain de pauvre, c'est la société, c'est la pauvreté. Quand j'écris sur le cadavre de le tango, c'est l'aide apportée par les militaires français à la junte argentine. Et tout ça, ça a un impact sur la société actuelle. Donc voilà la distinction entre polar et roman policier. Enfin, moi, c'est une distinction que j'ai pris en compte. Après, il y a d'autres auteurs. Il y a Jean-Bernard Pouy, que vous devez connaître aussi. Lui, il dit plus simplement, dans le roman policier, il y a policiers. C'est-à-dire que dans mes bouquins, quand il y a des policiers, ils n'ont pas forcément le bon rôle, mais ce ne sont pas eux qui mènent l'enquête. Regardez les grands polars américains, c'est le détective. Le détective aux États-Unis, ce n'est pas du tout le policier, c'est autre chose. Et bon, je ne vais pas revenir sur l'organisation des enquêtes et de la justice aux États-Unis, mais souvent on a l'esprit déformé par les téléfilms américains qu'on voit. Quand vous voyez un auteur français qui s'adressant à un juge lui dit « votre honneur », c'est pas ça, ça n'existe pas chez nous. Hein. De la même façon, le détective aux États-Unis, c'est souvent quelqu'un qui est payé par la défense parce que l'instruction ne se fait qu'à charge et il faut que quand vous êtes accusé, payer un gars qui fait lui-même son enquête, ce qui n'existe pas en France. Et donc, j'ai écrit cette petite histoire, tout simplement parce que j'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours adoré mentir, et puis écrire des histoires, c'est inventer des choses, c'est rencontrer des personnages, c'est être son premier lecteur. Et puis, bon, cet éditeur, depuis, il a même déménagé, il est même venu à Marseille. Aujourd'hui, je suis son seul auteur de Marseillais d'ailleurs, et il doit y avoir une trentaine d'auteurs qui sont de tous les coins de France, d'Afrique, d'Afrique du Nord. Il va publier 27 bouquins. Voilà comment on rentre un peu dans cette écriture. Et la question suivante, c'était quoi? C'était par rapport au nom de votre personnage, Clovis Nariboule. Pourquoi Clovis Nariboule? Moi, j'ai dit pourquoi. Oui, je sais. Alors, voilà, on va un peu parler de ce personnage. Oui. Moi, sur mes 25 premiers bouquins, mon héros récurrent, c'est pas Clovis Nariboule, c'est un bar d'Estac. Clovis Nariboule apparaît à partir de mon 5e bouquin. C'est un bouquin que j'ai ici qui s'appelle Les Martiens de Marseille, où il apparaît comme étaient apparus dans les 4 premiers des personnages qui ont vécu l'espace d'une histoire, l'espace de 300 pages. Et puis je ne sais pas pourquoi, ce gars-là, je l'ai repris dans les bouquins suivants. Et en fait, il doit apparaître dans une quinzaine de bouquins. Alors, le nom, vous avez la réponse ici. Voilà. Le nom, je vais vous dire, Nariboule, c'est l'anagramme de mon nom. Ça vient d'où? Ça vient, vous savez, avant d'écrire, je faisais beaucoup de peinture. Je fais de la peinture et du sport, parce que quand on a un métier qui est un peu, disons, qui vous prend un peu la tête, comme tous les boulots scientifiques, il faut avoir des activités très différentes pour pouvoir se vider un peu le cerveau. Donc ça a été le sport, ça a été la peinture. Et je faisais un peu de ce qu'on appelait la peinture psychédélique, là, après 68. Je faisais des tableaux qui étaient tellement laids, avec des
des araignées sur lesquelles je projetais de la sciure. Et je ne voulais pas que ma mère le sache, donc je signais pas Bouiran, je signais l'araignée. Voilà.